On commence avec le parcours de l'oxygène. D'où il vient l'oxygène? De l'air, de notre environnement, d'accord? Des arbres, notamment, des plantes. Quelle est la destination de l'oxygène dans notre organisme? Hein? Le sang dans un premier temps, et ensuite les organes. Et dans les organes ou dans les muscles, qu'est-ce qu'il y a qui va utiliser cet oxygène? Les mitochondries. Okay, plus précisément, le système de transport d'électrons, on en parlera après. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux éléments? On a l'environnement externe, on a la mitochondrie, ou les mitochondries, ou le réseau de mitochondries. Quels sont les systèmes physiologiques entre les deux qui vont nous permettre d'avoir ce transport qui s'effectue? Cardiovasculaire, ok. Respiratoire. Musculaire. Donc là, on a ce qui s'appelle les rouages de Wassermann, qui est une illustration assez typique dans la physiologie de l'exercice, avec l'oxygène en rouge ici. Qu'est-ce qui est représenté par les flèches bleues? Qu'est-ce qui ressort une fois que la respiration cellulaire a été effectuée? Le CO2. Oxygène, CO2. Alors, on parle souvent des deux gaz. Il y en a un troisième qui est très important, l'oxyde nitrique, qui commence à devenir très intéressant. Il y a d'ailleurs un outil compétiteur du MOXIE qui doit sortir dans les jours qui viennent et qui devrait nous permettre de mesurer l'oxyde nitrique en temps réel, en plus de l'oxymétrie musculaire. En gros, c'est l'oxymétrie musculaire, c'est ce qu'on va mesurer avec le MOXIE, donc la saturation musculaire en oxygène. Et on le verra un peu plus en détail plus tard, mais en gros, le MOXIE va nous donner l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Donc, ce n'est pas la valeur qui nous intéresse, c'est comment la courbe se comporte dans le temps. Est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle est plate, est-ce qu'elle descend, qu'est-ce que ça veut dire? Okay. On a bien sûr d'autres systèmes autour qui sont importants, système nerveux, tout ce qui est capillaire, vasculaire, transport de l'oxygène dans le sang via l'hémoglobine, tous ces différents systèmes qui vont régir ce transport de l'oxygène. Ce que je trouve toujours intéressant, c'est la réaction de la photosynthèse et celle de la respiration cellulaire, qui sont littéralement la même équation mais inversée. Okay? Donc ce qui se passe là dehors et ce qui se passe là dedans, c'est absolument complémentaire. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Et c'est intéressant de se dire que voilà, on est assez bien fait quand même. On a les arbres, les plantes et nous-mêmes et on a cette interaction entre les deux. Aujourd'hui, on va pas mal parler de l'aspect musculaire, métabolique. D'accord? Tout ce qui est respiratoire, je le traiterai dans un autre séminaire qui sera dédié exclusivement à ça, qui arrivera d'ici la fin de l'année, très certainement. Cardiovasculaire, on en parlera un petit peu aussi aujourd'hui, d'accord? Mais on va vraiment se centrer sur le métabolique parce que si on parle de filières, si on parle de choses comme ça, c'est important de les contextualiser et ces filières, elles se trouvent où? Pas dans l'oreille gauche, pas dans l'oreille droite, elles se trouvent dans les muscles, autour de ces mitochondries. On verra le rôle important que ces mitochondries jouent dans ces concepts-là. Si je vous dis principe de taille, est-ce que ça vous parle? Qui connaît le principe de taille, aussi appelé le principe de Henneman? Ouais, tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est par rapport aux unités motrices. Pas loin, ouais, tu as la moitié. En gros, hein? C'est le type d'effort, ouais. En gros, comment est-ce que le corps recrute différentes fibres musculaires? Comment le corps décide quoi recruter quand, comment? En fonction de la force qui lui est demandée d'exercer, d'accord? Et plus la force demandée est importante, plus l'activation nerveuse va être, plus l'influx nerveux va être important pour pouvoir aller recruter de plus grandes unités motrices qui nous permettent de faire plus de travail, produire plus de force. Et donc ce graphique, si vous ne l'avez pas vu encore, il se représente en général comme ça. En rouge, on va avoir les petites unités motrices. Je vous rappelle qu'une unité motrice, c'est le neurone, l'axone et les fibres musculaires qui lui sont rattachées. Tout ce système-là, c'est une unité motrice. En rouge, on a les petites unités motrices qui vont être activées avec des
un seuil de recrutement qui est plutôt bas. Donc quand on fait une activité de basse intensité ou très très simple, c'est ces petites unités motrices qu'on va recruter. On verra après que ces petites unités motrices, elles sont en général rattachées à des fibres de type 1 plutôt. Okay. Ensuite, on a les unités motrices intermédiaires, rouge-bleu. On peut dire qu'elles vont être attachées à ces fibres 2A et ces grosses unités motrices en bleu qui vont plutôt être attachées à des fibres musculaires qui peuvent produire ou qui ont une vitesse de contraction importante parce que la force des fibres est la même. C'est simplement la vitesse à laquelle les fibres se contractent et la puissance donc, qui peut être générée par ces dernières. C'est un modèle, c'est simplifié. D'accord, les spécialistes me diront « Ouais, il y a plus de catégories de fibres que ça, il n'y en a pas que 3. » Certes, mais on simplifie, on garde les choses simples pour pouvoir avancer un petit peu, sinon on va se perdre dans les détails. Ça, c'est un graphique que vous retrouvez dans un livre que j'aime beaucoup et qui n'a rien à voir avec le cardio, qui s'appelle Science and Practice of Strength Training de Zatsiorsky et Kramer. C'est un très très bon bouquin avec tous les principes fondamentaux du renforcement musculaire. Je vous le conseille grandement. Et ce qui est intéressant du coup avec ce principe de taille, c'est qu'il s'applique autant sur la force que sur le cardio. Okay, donc, et quand on a un principe fondamental qui s'applique à plusieurs niveaux, on sait que c'est un principe qui est d'autant plus important. Donc ça, si vous ne le connaissez pas, si vous ne le comprenez pas, c'est intéressant d'aller le creuser un petit peu. Si on l'écrit, le principe de taille stipule que lorsque plus de force est nécessaire, les unités motrices sont recrutées dans un ordre précis en fonction de l'ampleur de leur production de force. Okay, les petites unités motrices étant recrutées en premier, présentant ainsi un recrutement adapté à la tâche. Cela a deux avantages physiologiques très importants. Premièrement, il minimise la quantité de fatigue subie par un organisme en utilisant d'abord les fibres musculaires résistantes à la fatigue, fibres de type 1, et en utilisant uniquement des fibres fatigables, type de A, type de X, lorsque des forces élevées sont nécessaires. Deuxièmement, la variation relative de la force produite par un recrutement supplémentaire reste relativement constant. La dernière phrase, elle est un petit peu compliquée. Alors, je vous l'explique de manière un petit peu plus simple. Disons, admettons qu'on a une petite unité motrice qui est rattachée à des fibres de type 1. Disons que cette unité motrice est rattachée à 10 fibres musculaires. D'accord? Donc, si on en recrute 10 de ces unités motrices, on a combien de fibres qui vont être recrutées? 10 x 10, 100. Je sais que c'est tôt, mais ça devrait passer quand même. 10 x 10, 100. Si maintenant je recrute une de ces unités motrices en plus, quelle est l'augmentation de la force que je vais produire en pourcentage? 10%. Maintenant, la raison pour laquelle on a ces unités motrices qui deviennent de plus en plus grandes, entre guillemets, avec de plus en plus de fibres qui leur sont rattachées, c'est que maintenant, imaginons que je suis sur un exercice de renfort, j'ai déjà recruté, on avait quoi? On avait 100, j'ai déjà recruté 10 000 fibres. Si je recrute une unité motrice de plus avec 10 fibres, le delta, c'est plus 10%. Hein? 0,00001, quelque chose comme ça. D'accord? Donc l'idée, c'est que plus tu as déjà recruté de fibres, plus il faut que tu recrutes de fibres pour vraiment faire la différence et vraiment rajouter plus de force que tu vas produire. Donc c'est pour ça que le corps s'organise de cette manière-là. Après, on comprend que différents types de fibres ont différents profils métaboliques, différents types de fonctionnement. On peut parler de vitesse de contraction, on a parlé de la taille de l'unité motrice, résistance à la fatigue, les fibres de type 1 qui vont être très résistantes à la fatigue, ce qui est intimement lié à leur densité mitochondriale, capillaire et capacité oxydative. Très très important, et ça on y reviendra plus tard. On a plus de réserves de graisse également à l'intérieur même ou à côté des fibres. Pas dans les fibres, mais c'est autour des fibres musculaires. On a des petites poches d'énergie, d'accord? Et donc on a ces différents types de fibres qui ont différentes prédispositions énergétiques, différents profils énergétiques. C'est-à-dire qu'une fibre de type 1, elle va volontiers utiliser beaucoup d'oxygène, elle a beaucoup de capillaires, elle a beaucoup de mitochondries. Une fibre de type 2X, très peu de capillaires, très peu de mitochondries. Par contre, une grosse capacité glycolytique, donc beaucoup d'enzymes qui leur permettent d'effectuer la glycolyse, donc la dégradation des sucres, l'utilisation des sucres tout simplement, qui certes nous permet de recycler l'ATP plus rapidement, mais qui a un coût énergétique également. D'accord, une répercussion énergétique intéressante sur laquelle on reviendra après. Donc on a ces petites unités motrices qui sont recrutées à basse intensité en premier, qui sont rattachées à ces fibres de type 1. Et c'est intéressant de se dire que
c'est l'unité motrice qui décide le type de fibre qu'il va y avoir. C'est-à-dire que si une unité motrice se rattache à une nouvelle fibre, cette fibre va adopter la caractéristique de l'unité motrice. Hein, ce n'est pas la fibre en elle-même qui décide ce qu'elle fait, c'est par qui elle est activée en gros. Le neurone, l'unité motrice, c'est le boss, et c'est le boss qui va dire à la fibre, non, non, toi tu fais ça, toi tu fonctionnes comme ça. Comment tu peux impacter justement le fait qu'une unité motrice va s'activer, va activer plutôt tel type de fibre? Tu peux impacter ça ou pas pour que ça active plus des fibres 1 ou... Alors par l'intensité que tu vas éliciter, ou que tu vas exprimer. Inverser un petit peu justement une tendance qui est déjà, enfin, un penchant qu'un athlète pourrait déjà avoir par exemple pour activer plus de fibre 2 par exemple et inverser cette tendance à activer plus. Alors, si je comprends bien ta question, il y a une grosse prédisposition génétique en termes de distribution de fibres musculaires. C'est clair que quelqu'un qui est au niveau élite en sprint sur 100 mètres va avoir un profil à ce niveau-là qui est très très différent d'un marathonien. On n'est pas tous construits pareil, ça c'est clair. Et on y reviendra plus tard cet après-midi. Et on le sait de toute façon. Hein. Tu regardes quelqu'un, tu sais pourquoi il est fait ou elle est faite. Hein. Est-ce que tu as plutôt beaucoup de masse musculaire, tu es très très puissant mais tu ne dures pas trop dans le temps, ou est-ce que tu es peut-être un petit peu plus fin, par contre les efforts qui durent, ça te convient bien. Donc on a déjà ces prédispositions. Vous savez tous très certainement quel type de personne, quel type d'athlète vous êtes. En tout cas, vous en avez une petite idée. Et ça, c'est des choses qui se voient de manière assez flagrante en général. Okay. Pour rester sur les fibres de type 1 un petit moment, vu qu'on va parler notamment de basse intensité aujourd'hui, pas que, hein, mais aussi les mitochondries, qui sont en général représentées comme des petites organelles qui flottent, sont en vérité un réseau qui fait partie intégrante de nos fibres musculaires. Ce n'est pas juste ces petits trucs qui flottent, c'est véritablement un réseau qui permet de transporter certains substrats énergétiques, qui permet de maintenir l'intégrité de la cellule. C'est très 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 important. Et c'est quelque chose qu'on peut développer, notamment avec ces fibres de type 1, parce que c'est elles qui vont avoir le plus gros potentiel de développement à ce niveau-là. Si on parle de substrats énergétiques, et je pense que si vous cherchez des arguments ou des raisons pour la basse intensité, c'est un des arguments clés, à mon avis, c'est l'utilisation des différents substrats auxquels on a accès. Quand je dis substrat, en gros, des sucres ou des graisses, pour faire très simple. Représenté de manière visuelle, ça c'est nos stocks de glycogène, de sucre dans le corps, ça de graisse. Et tu n'as pas besoin d'être gras pour avoir des réserves de graisse comme ça, d'accord? Tu peux être fin, tu peux être sec, tu as quand même énormément plus de graisse à disposition que de sucre. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que ce sucre-là, il va être très très important au moment où il faut mettre le pied au plancher, au moment où il faut faire la différence, au moment où il faut aller gagner l'événement, la compétition. Mais si tu l'as gaspillé avant, parce que tu n'étais pas efficient, puis que tu n'as plus rien dans les chaussettes, tu ne vas pas pouvoir accélérer beaucoup. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour devenir plus efficient au niveau énergétique? Utiliser plus de graisse pour que quand on doit vraiment l'utiliser, on ait des sucres pour pouvoir vraiment faire la différence. Et ça, on peut l'illustrer de manière assez claire avec ce graphique que j'ai repris de Inigo San Millán. Inigo San Millán qui est un chercheur notamment dans tout ce qui est des causes du cancer, mais qui est également le coach de Tadej Pogačar, qui a gagné 2 fois le Tour de France, accessoirement. Donc, on parlait de pathologie avant. Hein. Il comprend très très bien la pathologie et il comprend très très bien aussi le gold standard, on va dire, au niveau métabolique de ce qui peut se faire. Et ce qu'on voit au niveau donc, de l'oxydation des graisses, ici, sur cette échelle, c'est que le cycliste professionnel va pouvoir oxyder beaucoup plus de graisse par rapport à quelqu'un qui est modérément actif et à des intensités plus élevées aussi, si on compare le pic ici et le pic ici. Là, on a aussi quelqu'un qui souffre d'un syndrome métabolique. Donc, on voit clairement la différence entre ces différentes populations. Pour en revenir à la question que Clément a posée avant, ouais. que l'entraînement aussi, au-delà de l'hérédité, il a sur l'impact qu'il a sur les fibres que tu vas développer. Et le premier, en fait, c'est en fonction de ton entraînement, ça va varier
C'est ça, exactement. J'arrive, exactement. Et on en parlera plus tard, mais pour faire simple, ces fibres de type 1, elles ont un potentiel de développement qui est beaucoup plus prononcé, qui est beaucoup plus important que les autres fibres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entraîner les autres fibres, hein, vous me comprenez pas mal, mais notamment la capacité à développer le réseau mitochondrial capillaire des fibres de type 1, il va être énorme. Au point où même les cyclistes pros te diront, ça fait 15 ans que je fais du vélo au niveau élite, ça fait 10 ans que ma VO2 max elle n'a pas bougé. Par contre, ma résistance à la fatigue, mon endurance fondamentale continue à évoluer chaque année. OK? Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. OK? On peut mesurer l'oxydation des graisses si on a une mesure de CO2 et d'oxygène au niveau échange gazeux. Il y a du... Ouais, avec les équations ça s'appelle la stoichiométrie, qui te permet de faire ce calcul-là. Après, il y en a qui remettent ça un petit peu en question parce que, en gros, la manière dont ça fonctionne, c'est que selon l'oxygène que tu consommes et selon le CO2 que tu vas expirer, si tu comprends comment ces deux choses s'équilibrent au niveau interne, tu peux ensuite extrapoler et calculer combien de sucre j'utilise, combien de graisse j'utilise. Le souci, c'est que tu vas commencer à produire plus de CO2 aussi avec l'intensité qui augmente. Et ça, tu ne peux pas nécessairement le contrôler dans ces équations-là. Mais c'est quelque chose qui se fait, ouais. C'est quelque chose qui se fait. OK? Ouais. Redis-moi le début de ta question. On a dit que plus on utilisait plus c'est mieux, c'est important. Ouais. Ça, Ouais. c'est une base. Et après, en fait, j'ai pas compris la transférabilité sur le système cardiaque. Est-ce que c'est plus le stimulus qui va être important, plus on va utiliser l'oxygène, c'est ça que je veux dire? Ouais. Ou est-ce que même en stimulant le système cardio, on va être capable de stimuler plus d'unités motrices? Bah, en gros, faut que tu y penses. L'effort commence où? Quand tu effectues un effort physique, l'effort commence où? Dans le muscle, d'accord? Ensuite, le cœur répond. Ensuite, le système respiratoire répond à cette demande-là. Donc, il faut le voir dans ce séquençage-là. Donc, ce qui se passe au niveau des muscles, bah, tu vas instantanément utiliser l'oxygène, et ça, on le verra cet après-midi, notamment avec le MOXIE. Alors, on verra en théorie ce matin et on a appliqué cet après-midi. Plus tu vas augmenter ton intensité, plus tu vas consommer d'oxygène, pour faire simple. Jusqu'à ce que tu atteignes ce qu'on appelle la VO2 pic ou la VO2 max, ce qui est ta capacité maximale d'utilisation de l'oxygène. OK? Et on verra où ça arrive, où ça survient et comment. Ouais. OK? Ouais, entraînabilité, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Très très haut niveau, par exemple en aérobie, je prends des triathlètes qui ont un niveau élite, entre guillemets. Quand ils passent après des forces, j'ai l'impression qu'en fonction du temps de pratique, c'est quand même assez compliqué. J'ai bien choisi ma... C'est clair dans ce que j'ai dit, mais... Ouais, très clair. L'un n'est pas possible, mais chez les athlètes en force, c'est quand ils sont mis au triathlon, ils ont réussi à se débrouiller un petit peu et avec le temps, ils ont réussi à passer de l'autre côté. Alors qu'à contrario, j'ai eu des triathlètes avec un très bon niveau et quand ils ont commencé à vouloir travailler la force, là ça va être chaud. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est dans les gènes, dans tous les cas. Même si on essaie de le bosser, il y a des gens qui ont plus de chances de le faire. Oui, je suis d'accord. Après, est-ce que c'est par rapport aussi peut-être au passif de chacun? C'est-à-dire que de base, je pense qu'on a quand même plus, par pratique sportive, une petite base aérobie que cette base justement plus axée force.
Mais ce qu'il dit, c'est vrai, dans le sens où le potentiel de développement est beaucoup plus important dans le sens, on va dire, force, endurance, que dans l'autre sens, si tu es prédisposé pour l'autre. J'ai eu des gars qui, par exemple, qui arrivent de la force athlétique, qui sont mis au scalp. Et 2-3 ans, ils ont des résultats qui sont quand même pas mal. Ouais. Sans être niveau élite. Et tu prends un triathlète et tu vas le mettre sous une barre, ça ne va pas se passer pareil en 3 ans, c'est ça? Ouais. Mais c'est tout à fait ça. Et bah, j'ai fait exprès de choisir l'endurance parce que du coup, ça s'applique à tout le monde. Et ceux qui font de la force, bah, ils peuvent aller essayer de rendre un triathlète très très fort. Ça va prendre un petit peu de temps. Des athlètes qui sont ici à la force, et 2-3 ans, bon, c'est pas. Ouais. Alors aussi, mais ensuite, au niveau de tes prédispositions, il y a quand même quelque chose. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce dont je parle aujourd'hui va être transférable et applicable à tout le monde. Même si tu fais de la force athlétique, même si tu es haltérophile, même si tu fais du rugby ou un sport qui est très explosif, c'est que ces capacités d'endurance, tu peux les développer, peu importe tes prédispositions en fait. Après, je pense aussi ça dépend aussi peut-être du temps de pratique aussi, c'est sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais si on le prend de manière très globale, c'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. Okay ? Si on regarde ensuite à l'opposé le lactate, c'est quoi le lactate? Un substrat énergétique, c'est un demi-sucre en fait. Tu casses une molécule de glucose en deux, tu as du lactate, pour faire simple. Ce lactate, le corps va le réutiliser en tant que substrat énergétique. Donc tu produis le lactate, souvent préférentiellement dans… Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce que tu as une fibre de type 1 qu'elle ne peut pas produire de lactate. Hein. Par exemple, au repos, tes fibres de type 1, elles sont productrices de lactate. Dès le moment où tu passes en actif, elles vont switcher, elles vont devenir recycleuses de lactate, parce que c'est plutôt les autres types de fibres qui, encore une fois, on l'a vu avant, ont un profil énergétique qui les prédispose à effectuer plus de glycolyse, à casser plus de sucre, à produire plus de lactate, qui vont le produire, les fibres de type 1 qui vont le réutiliser. Et donc ce lactate qui est produit, on peut le mesurer dans le sang, hein, c'est ce que je fais dans les évaluations par exemple, et la relation elle est inverse par rapport à l'oxydation des graisses. Donc si on regarde une personne souffrant de syndrome métabolique, un cycliste professionnel et une personne modérément active, eh ben on voit que le cycliste pro il va accumuler le lactate beaucoup moins rapidement et à des intensités beaucoup plus importantes. Donc là, il est par là avant que ça commence vraiment à s'accumuler. Lui, il est plutôt par là et lui, il est là ou même plus bas. Donc on a cette relation inverse entre utilisation des graisses comme substrat et oxydation des sucres. Et de manière générale, d'un point de vue développement métabolique, plus on va pouvoir oxyder de graisse, plus on va économiser de glycogène pour plus tard. Plus tard, on va commencer à accumuler ce lactate dans le sang. Ce lactate dans le sang, c'est quoi? C'est ce qu'on a produit moins ce qu'on a réutilisé. Ces deux trucs-là, on peut les mesurer en labo, mais c'est très, très, très compliqué. En gros, sur le terrain, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Par contre, on peut mesurer ce qui reste dans le sang. Ce qui reste dans le sang, c'est juste le delta entre les deux. J'en ai produit 5 unités, j'en ai recyclé 4, boum, j'en ai 1 dans le sang. Hein, mais si j'en produis 10 et que j'en recycle que 5, bah boum, j'en ai 5 dans le sang. Et c'est ça qu'on va pouvoir mesurer et qu'on va pouvoir mettre en graphique par rapport à l'intensité et voir comment les choses évoluent. On verra à quoi ça correspond plus tard sur les domaines d'intensité. Pardon? Se recycle. Alors pas lui-même, mais tes mitochondries, en gros, vont réutiliser le lactate comme substrat énergétique. Ouais. Le lactate, il est produit dans une fibre, il peut être réutilisé par cette même fibre, il peut être passé dans une fibre adjacente pour être oxydé là-bas, il peut être passé dans le sang pour ensuite être allé oxydé ailleurs. Le cœur, le cerveau utilisent préférentiellement le lactate comme substrat énergétique. Le foie va retourner ce lactate en glucose et ensuite en glycogène. Donc c'est vraiment une molécule qui est très très importante. Et ce n'est pas ça qui fait que ça brûle. D'accord ? On parlait des fibres de type 1 toujours, leur importance. Le développement vasculaire et capillaire, notamment capillaire. Donc les capillaires, c'est les mini-tuyaux qui vont faire l'interface entre la circulation et la fibre. Et moi j'aime bien parler des taxis, les taxis qui apportent les gens à l'aéroport. Si tu n'as que 4 places de parc pour les taxis à l'aéroport, admettons que tu peux porter 4 personnes par taxi, tu peux décharger 16 personnes par minute. Okay ? 4 x 4, 16.
Maintenant, si tu as 20 places, ça devient beaucoup plus intéressant en termes de nombre de personnes que tu peux décharger par minute, par unité de temps. Les capillaires, c'est pareil. Plus tu en as, plus tu peux faire passer d'oxygène du sang à la fibre par unité de temps. Et plus tu peux faire passer d'oxygène et plus tu vas pouvoir maintenir un taux de travail élevé dans un état stable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien illustré par ce graphique. Une étude où ils ont induit une augmentation de la densité capillaire au niveau pharmacologique ou via une intervention pharmacologique, c'est-à-dire que ce n'était pas via l'entraînement. Ce n'était pas via le recrutement des fibres en elles-mêmes que les capillaires sont développés, c'est en augmentant le flux sanguin de manière artificielle. Et ce qu'on voit, c'est que si tu as plus de capillaires, là, il y a 12 watts, là, il y a 24 watts, c'était un exercice à jambes uniques, si je ne me trompe pas. Eh ben, en noir, c'est la quantité de sang qui est nécessaire pour produire ces 12 watts. En rouge, ici, la quantité de sang après l'intervention pour effectuer le même travail. C'est-à-dire que si tu as plus de capillaires, tu as besoin de moins de sang pour faire le même travail. Tu vas économiser du sang parce qu'au final, ce que tu apportes, tu vas pouvoir mieux le transférer. L'oxygène, tu vas pouvoir mieux le transférer du sang à la fibre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument maximiser, peu importe ta discipline sportive, parce que si on peut être économe au niveau du sang, si on peut améliorer, augmenter ou faire en sorte que sa récup soit plus rapide, ça devient toujours intéressant, peu importe ta discipline sportive. Donc là, on était centré un petit peu sur les fibres de type 1, fibres de type 2A, fibres de type 2X, selon la force qu'il y a à produire, on va aller les recruter aussi. Si on parle ensuite des filières, le rôle des filières, c'est quoi? Répondre à différents stimulus. Le rôle, alors, ce n'est pas son rôle. C'est ce qu'ils font, au final. C'est une des stratégies employées, pas la seule, parce que la phosphocréatine ne va pas nécessairement utiliser de substrat à proprement parler. Recycler l'ATP. Ouais. Donc, on a l'ATP qui est décomposé en ADP pour libérer cette énergie qui nous permet d'effectuer ces contractions musculaires. Le rôle des filières, c'est de recomposer l'ATP. Resynthétiser l'ATP pour qu'on puisse continuer à faire le travail, très simplement. Et il y a différentes stratégies qui peuvent être employées. Là, c'est le graphique qu'on voit encore un peu partout, des différentes filières. Et on assigne souvent des disciplines sportives à différentes filières. Le problème avec ça, c'est qu'il s'avère que dès le moment où tu contractes un muscle, toutes les filières sont activées en moins de 150 millisecondes. Tout fonctionne ensemble. Tout fonctionne ensemble. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est la mise en relation entre les filières et l'oxygène. La filière de la phosphocréatine, qu'on peut appeler phosphagénique aussi, on sait que les contractions musculaires sont interrompues quand la concentration de phosphocréatine est diminuée. La phosphocréatine, il faut le voir comme un tampon énergétique. D'accord ? Ça fait le tampon entre le moment où tu commences à effectuer les contractions musculaires. Il faut vite recycler cet ATP pour continuer. La phosphocréatine est là pour faire ça. Mais quand tu n'as plus de phosphocréatine qui est disponible, tu ne peux plus contracter tes fibres musculaires. Donc c'est l'intermédiaire direct avec les contractions. L'étape suivante, c'est de voir que la resynthèse de la phosphocréatine dépend de l'oxygène disponible. Hein? Phosphocréatine, on dit souvent anaérobie alactique, anaérobie sans oxygène, alactique sans production de lactate. Alors certes, si on regarde la réaction chimique de la phosphocréatine, il n'y a pas de O2 dedans. On est d'accord? Donc si on la prend en isolation, avec des œillères, la phosphocréatine, c'est anaérobie. Mais on sait que une fois que tu as utilisé cette phosphocréatine, tu ne peux pas la recomposer sans oxygène. Et ça, on le voit sur ces différents graphiques qui viennent toutes d'études différentes, mais qui illustrent le même propos. C'est la relation intime qu'il y a entre la phosphocréatine et l'oxygène. Donc toutes ces courbes, c'est des courbes superimposées d'oxymétrie musculaire et de phosphocréatine qui ont été mesurées du coup dans les capillaires et dans la fibre en elle-même, et qui nous montrent que toutes ces choses-là fonctionnent ensemble, sont liées. Phosphocréatine à droite, oxygène à gauche, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. En tout cas, la phosphocréatine ne peut pas se resynthétiser sans l'oxygène.
Si on parle de la filière glycolytique, donc la glycolyse qu'on appelle souvent anaérobie lactique, sans oxygène mais avec production de lactate, on a ce glucose au début. Alors on nous disait avant que c'était le pyruvate, le produit de fin de la glycolyse, ça s'avère que c'est le lactate. En tout cas 10 unités de lactate pour une unité de pyruvate au repos, jusqu'à 200-300 unités de lactate par unité de pyruvate pendant une activité physique. C'est simplement que la réaction entre les deux, pyruvate-lactate, c'est très proche, hein, c'est des molécules qui sont très très proches l'une de l'autre. Cette réaction, il semblerait qu'elle soit en faveur du lactate à tout moment. Et donc, on a plus de lactate que de pyruvate. Hein, pour ceux qui ont appris que dans des conditions aérobie, on avait du pyruvate et dans des conditions anaérobie, on avait du lactate, non, même en conditions aérobie, donc en présence d'oxygène, tu produis préférentiellement du lactate plutôt que du pyruvate. Le lactate, donc, c'est le produit de fin de la glycolyse et c'est l'intermédiaire, le lactate, entre le métabolisme glycolytique et le métabolisme oxydatif. Comme on l'a dit avant, c'est le lien entre les deux. Le lactate, tu le produis via la glycolyse, mais ensuite tu le recycles via les mitochondries. C'est le lien entre les deux. Si on parle de lipolyse ou utilisation des graisses, on sait que on a des choses intéressantes qui se passent, où par exemple, la myoglobine. L'hémoglobine, ça vous parle? L'hémoglobine, c'est la protéine qui permet de transporter l'oxygène dans les globules rouges, dans le sang. D'accord? La myoglobine, c'est le cousin qui se trouve dans le muscle. Et en gros, c'est un quart d'hémoglobine. Tu prends une hémoglobine, tu la coupes en 4, boum, ça te donne une myoglobine. La myoglobine va transporter une molécule d'oxygène. Une fois que tu passes du sang au muscle, dans le muscle, le transport se fait avec la myoglobine. Si la myoglobine est saturée en oxygène, c'est-à-dire si elle est rattachée à une molécule d'oxygène, elle va préférentiellement prendre avec elle des molécules des lipides pour qu'ils soient oxydés. On a cette réaction entre les deux. Okay? Donc tout est connecté d'une manière ou d'une autre à l'oxygène. Peu importe ta discipline sportive, peu importe le temps de l'effort que tu fais, toutes ces filières, certes, on peut les écrire en réaction chimique et dire ça c'est anaérobie, ça c'est anaérobie, ça c'est aérobie. Mais au final, dans le corps humain, au niveau pratique, concret, il y a tout qui fonctionne ensemble. Et une des choses les plus importantes, c'est ce système de transport d'électrons, qui se trouve où? Hein? Sur là? Où ça? Non. Sur la paroi interne des mitochondries. Et en gros, ça, on va y arriver. L'oxygène ici, que tu vois dans la réaction, 2H+, plus 1,5 O2, c'est le seul endroit où l'oxygène peut être utilisé directement dans le corps humain. Au niveau énergétique, c'est là que ça se passe. C'est dans ce système de transport d'électrons. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les autres filières sont rattachées d'une manière ou d'une autre à ce système de transport d'électrons. Si on regarde la phosphocréatine, on connaît maintenant ce qui s'appelle la navette de la phosphocréatine. Et je vous l'ai dit juste avant, hein, la phosphocréatine, tu ne vas pas pouvoir la resynthétiser sans oxygène. Pourquoi? Parce que c'est l'ATP qui vient des mitochondries, via ce système de transport des électrons notamment, qui va permettre de recomposer cette phosphocréatine. Donc déjà là, on sait que la phosphocréatine est dépendante des mitochondries. Glycolyse, pareil. C'est-à-dire que ce soit la glycolyse ou la bêta-oxydation, qui est la dégradation des graisses, tout va se retrouver dans, c'est quoi ça? Cycle de Krebs, pour sortir les vieux bouquins de physio. Quoi qu'il arrive, tout revient dans le cycle de Krebs et quoi qu'il arrive, tout se termine avec le système de transport des électrons. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est ça. Plus t'en as, mieux c'est. Pour faire très très simple. C'est un peu comme le sommeil. OK? Plus t'en as, mieux c'est. Parce que peu importe les filières que tu vas solliciter, peu importe le type d'effort que tu vas effectuer, au final, si tu peux recycler tout ça plus rapidement et de manière plus efficiente, tout va mieux fonctionner.